Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de psychothérapie, de psychologue, de thérapeute et de comment choisir un bon thérapeute pour nous accompagner. J'ai pour ma part arrêté de consulter pendant plusieurs années parce que je suis tombée sur des personnes qui n'étaient pas du tout professionnelles, qui ont eu des comportements odieux, déplacés et je n'arrivais plus à faire confiance au personnel de santé, aux psychologues, aux thérapeutes, et il m'a fallu du temps pour avoir le courage à nouveau de consulter, de me faire accompagner, de refaire confiance aussi à quelqu'un. Alors effectivement, on ne confie pas son intimité à n'importe qui parce que quand on va consulter quelqu'un, déjà la démarche n'est pas facile parce qu'il faut accepter de demander de l'aide, accepter de faire la démarche et parfois ça peut demander beaucoup d'efforts, hein, ça ne représente pas rien. Et en plus de ça, on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées, d'où l'intérêt de faire preuve de vigilance, de discernement, de prudence et de ne pas confier sa guérison, son accompagnement thérapeutique à n'importe qui. On rappelle que entre le thérapeute et le patient, il doit y avoir un contrat de confiance, il doit y avoir suffisamment de sécurité aussi pour que la relation puisse s'instaurer, pour que le processus thérapeutique et d'accompagnement puisse se mettre en route. Et le thérapeute doit toujours aussi veiller justement au cadre, un cadre bienveillant, sécuritaire, respectueux, avec des limites bien évidemment qui sont clairement énoncées pour que on puisse avancer et travailler dans de bonnes conditions. Alors au début, quand j'ai commencé à consulter, c'est vrai que je regardais beaucoup les diplômes et les formations parce que assez naïvement, je me disais que plus la personne était diplômée, plus elle avait des formations, plus elle était compétente. Alors ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir justement par l'étalage de formation et de diplômes, parce qu'on peut tomber sur des personnes qui sont certes hyper diplômées, qui ont l'air d'être hyper compétentes, mais qui pour autant en termes d'humain, en termes de contact, en termes de relations, sont parfois pas du tout à la hauteur. C'est des personnes qui peuvent être assez froides, assez distantes, qui peuvent ne pas vouloir rentrer dans la relation thérapeute-patient, qui se cachent aussi derrière beaucoup de concepts intellectuels, des gens qui vont peut-être être plus dans le côté protocolaire, méthodique, intellectuel, plus que dans l'humain. Donc ça dépend de ce qu'on cherche en fait. Choisir son thérapeute, c'est aussi faire en fonction de ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin d'être écoutée? Parce qu'il y a tellement d'approches différentes que parfois c'est difficile de s'y retrouver. Vous avez des thérapeutes qui vont travailler avec des méthodes spécifiques, et des thérapeutes qui seront plus dans la libération de la parole et l'échange. Vous avez des thérapeutes qui vont plutôt vous écouter un peu à l'image des psychanalystes ou des psychiatres et qui vous diront mais encore, mais encore. Et ça peut être assez déstabilisant. Des thérapeutes qui vont être plus dans l'échange, d'autres qui vont pointer plus spécifiquement ce que vous dites avec précision et qui le reste du temps vous restez silencieux. Donc c'est vrai que il faut tester. En fait, il faut tester, faut y aller, faut faire une première séance, faut prendre contact, faut écouter comment on se sent, est-ce que c'est ok, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que j'ai confiance. Toujours être à l'écoute en fait de ses ressentis et de son corps aussi parce que c'est un très bon indicateur dans ces moments-là. Vous avez des thérapeutes qui sont ce qu'on appelle des professions réglementées et d'autres qui sont professions hors cadre réglementé. Donc c'est bien de faire le distinguo parce que chez les professionnels réglementés, vous avez les psychothérapeutes, les psychologues, les psychiatres qui sont des médecins. Ce sont des personnes qui sont passées par une fac de psychologie, qui ont un cursus universitaire la plupart du temps, et ce sont des personnes qui euh, ont un numéro RPPS ou ADELI, qui permet de les identifier et surtout de pouvoir bénéficier d'un remboursement éventuel par les mutuelles. Ce qui n'est pas le cas des professionnels hors cadre réglementé qui sont thérapeutes parce qu'en fait ils ne peuvent pas emprunter le statut de psychothérapeute ou psychologue parce que ça c'est réservé aux professionnels cadres réglementés. Donc eux,
Ils ont fait d'autres formations, d'autres cursus qui sont en général des formations privées, qui ne sont pas toujours reconnues. Ils sont thérapeutes, praticiens en bien-être, praticiens en relation d'aide, accompagnants personnels. Enfin, il y a plein de nouveaux noms en fait qui ont poussé ces dernières années pour les désigner, mais ils ne font pas partie du cadre réglementé. Donc ils ont un numéro de SIRET parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, mais par contre, ce n'est pas remboursé par les mutuelles. Donc ils peuvent vous faire des factures, mais en général, ce n'est pas pris en charge par les mutuelles. Sauf certaines mutuelles qui acceptent de rembourser les médecines douces et quelques petites choses comme ça, mais c'est très très rare. Donc on a de tout. On a des personnels formés à l'université, des personnels avec de l'expérience, sans expérience, des personnels qui ont fait des formations privées, qui peuvent être parfois douteuses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi d'aller sur les sites internet, de regarder le cursus de la personne, de regarder les formations qu'elle a faites, parce qu'il y a des formations qui sont reconnues, d'autres qui ne le sont pas. Des fois, on a des formations qui sont assez douteuses au niveau du contenu, donc il faut faire attention. On a des thérapeutes qui se revendiquent thérapeutes psychocorporels et spécialistes de tout un tas de choses, alors que quand en réalité on regarde sur le site et qu'on s'attache à vérifier la qualité des formations, on voit qu'en fait c'est des formations en ligne, des formations qui durent 2 mois, où il n'y a pas vraiment un vrai suivi, où il n'y a pas vraiment quelque chose d'approfondi, et vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont avoir un panel de formation, donc vous allez avoir l'impression qu'ils sont spécialistes de plein de choses, alors qu'en réalité, il manque de compétences et il manque de formation. Donc c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui est un minimum solide en face de nous, que ce soit en termes d'humain, mais aussi en termes de bagage, effectivement. Tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute parce que il y a aussi ce qu'on appelle la posture du thérapeute, qui est très importante. Garant du cadre, garant de la sécurité, garant des limites aussi. Et dans la posture du thérapeute, il y a aussi cet apprentissage qui, selon moi, est nécessaire pour un lien, pour une relation thérapeute-patient, c'est-à-dire que ça ne doit pas déborder. En fait, les espaces doivent être bien délimités. À aucun moment, le thérapeute ne doit projeter des choses sur vous, vous transmettre ses peurs, vous faire des diagnostics qui ne sont pas appropriés, des remarques, des réflexions, ou alors mêler ses propres impressions, ses propres ressentis, ses propres opinions à ce que vous êtes en train de raconter, auquel cas ça peut vous influencer, vous faire douter, vous rendre confus. Donc ça peut se passer à tous les niveaux, c'est-à-dire il peut y avoir cette confusion-là, ce non-respect de la posture du thérapeute, y compris chez les thérapeutes réglementés et chez les thérapeutes non réglementés, donc il faut être attentif à ça. Moi, je suis par exemple tombée sur des thérapeutes qui, pendant la séance, carrément m'ont donné leur avis. Se sont permis de faire des remarques en fait sur ma vie, sur mes choix, qui se sont permis de projeter aussi leurs propres peurs en fait sur ma situation. Et avec l'expérience, on arrive assez facilement à s'en rendre compte, mais au début, quand on commence à consulter, on a un peu, on a un peu ce côté naïf peut-être, où on se dit, on fait confiance. Voilà, c'est un thérapeute, il sait ce qu'il fait, il a des formations, il connaît son métier, un peu comme le syndrome de la blouse blanche, où vous avez tendance à remettre en fait votre pouvoir au médecin qui se trouve en face de vous. Bah, vous pouvez avoir la même chose avec le thérapeute et faire confiance sans vraiment réfléchir parce que vous vous dites, il sait mieux que moi. Alors non, il ne faut pas oublier que les thérapeutes, c'est des humains. Donc ils peuvent déraper, ils peuvent faire preuve de maladresse. Parfois, ils peuvent aussi être dans des postures d'abus de pouvoir, de manipulation, d'emprise. Donc il faut être prudent. Et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas forcément se rendre compte de ça et on ne sait pas forcément le nommer parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça marche. Mais quand on a quelques années de consultation derrière nous, qu'on a déjà rencontré plusieurs personnes et travaillé avec, on peut voir à quel moment est-ce que ça dérape et à quel moment est-ce que ça n'est plus OK dans la relation thérapeute-patient. Il y a des choses que les thérapeutes ne doivent absolument pas faire, qu'ils soient réglementés ou non réglementés. Par exemple, il ne doit pas y avoir de remarques, de projections, de diagnostics trop rapides aussi sur votre situation. On ne doit pas influencer aussi votre pensée ou votre manière de réfléchir. On ne doit pas mettre de pression. On doit être respectueux, bienveillant. Il ne doit pas y avoir de contact physique
non consenties. Ça, c'est vraiment très important. À aucun moment, le thérapeute n'est censé vous faire un câlin ou vous proposer un contact physique quelconque parce que ça ne serait pas du tout approprié. Donc c'est vrai que le respect de ses limites, c'est aussi le garant de la relation de confiance et de permettre aux patients ou aux clients d'être vraiment en sécurité. Et c'est super important. C'est pour ça que dès qu'on consulte et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que notre corps, notre ressenti nous dit que c'est pas ok, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se sent mal à l'aise, il y a quelque chose qui nous gêne, une parole, un geste, quelque chose, il faut le parler. Donc il faut le signifier immédiatement au thérapeute en disant bah écoutez là ça va pas, je suis pas du tout d'accord avec votre attitude ou votre comportement, même si des fois on n'ose pas. Au bout d'un moment on va s'affirmer suffisamment pour le faire et surtout il faut absolument pas y retourner. Et si vraiment il y a des comportements qui sont dangereux, parce que ça arrive très souvent, il faut aussi pouvoir le signaler. Le signaler à l'ARS ou à toute institution qui aurait autorité sur ces praticiens-là. Pour ma part, il y a eu des thérapeutes absolument exceptionnels dans ma vie, notamment psychologues et psychothérapeutes qui m'ont vraiment beaucoup aidée et qui ont été des personnes merveilleuses, pleines de bienveillance, des gens qui aiment l'humain, qui aiment leur métier, qui sont hyper consciencieux, avec lesquels on se sent bien. Mais il y en a eu aussi un bon nombre quand même qui étaient soit dans l'abus de pouvoir, dans l'abus de faiblesse, dans le côté très commercial et business, des gens qui profitent aussi de votre vulnérabilité, des hommes qui ont essayé de me draguer, de me mettre dans leur lit alors que ce sont des thérapeutes. J'ai eu un thérapeute aussi qui m'a fait un câlin à la fin de la séance alors que je l'avais absolument pas demandé et que c'était pas ok du tout. J'ai eu une thérapeute femme qui, lors de la première séance, a projeté en fait ses vues, ses opinions sur moi et c'est vrai que bah, ça m'a refroidi et j'y suis pas retournée parce que pour moi c'était pas ok. Euh, donc il peut y avoir comme ça plein de situations qui sont litigieuses où on se dit mais il y a quelque chose qui va pas et il faut vraiment s'écouter. Il faut pas insister parce que si on a cette impression, ce ressenti que quelque chose ne va pas, il faut pas se dire oui mais c'est moi qui ai mal interprété, etc. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, faut vraiment l'écouter. Parce que faut imaginer quand même que les thérapeutes ont une énorme responsabilité. Ils sont en face de personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin d'aide, qui sont dans la souffrance, qui sont souvent désespérées, confuses, qui ont tendance à remettre leur pouvoir, bien sûr. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui en profitent. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire le tri. Et pour faire le tri, il y a un certain nombre de choses à savoir, et surtout pour se protéger, pour être prudent, pour garder aussi du discernement, de la lucidité, et ne pas se dire j'ai quelqu'un en face de moi qui sait mieux que moi, donc je peux lui faire une confiance aveugle. Pour vous donner quelques trucs et astuces qui me semblent quand même nécessaires avant de consulter, d'abord regardez le site internet du thérapeute, les diplômes, les formations, qu'est-ce que ça vaut aussi, l'expérience, comment la personne elle se présente, les tarifs, le déroulé de la première séance, toutes les informations que vous pouvez collecter sur comment ça va se passer, quel est le protocole, la méthode, avec quels outils aussi le thérapeute travaille, parce qu'il y a des outils qui vont vous convenir et d'autres qui ne vous conviendront pas. Ensuite, vous pouvez passer un coup de téléphone. Moi, je trouve que appeler, c'est encore la meilleure chose à faire. Parce que en ayant un contact au téléphone, ça permet déjà de sentir si la personne en face de nous, elle est dans l'accueil, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Ça donne déjà une ambiance. À qui est-ce que j'ai affaire? Comment la personne me répond? Comment est-ce qu'elle répond à mes questions? Et ce qui est très important, c'est que vous pouvez vous permettre de poser toutes les questions parce que vous allez accorder votre confiance potentiellement à cette personne, remettre aussi une partie de votre vie entre ses mains quelque part, donc vous avez le droit d'avoir des renseignements sur les tarifs, le fonctionnement, le protocole, la méthode, la manière dont on travaille. Si vous sentez qu'au téléphone la personne n'a pas envie de vous répondre, que ça l'embête, que vous avez l'impression de l'embêter, qu'elle n'a pas que ça à faire, que elle est froide, qu'elle ne veut pas vous répondre, que laissez tomber. C'est même pas la peine, hein, parce que si la personne elle est d'ores et déjà au téléphone, pas dans l'accueil, pas dans le côté chaleureux, le côté humain, ça veut dire que potentiellement pendant le rendez-vous, ça sera exactement la même chose. Donc il vaut mieux éviter de perdre son temps et son argent.
Vérifiez bien aussi évidemment que toutes les informations qui sont sur le site concernant la durée des rendez-vous, les rendez-vous, le déroulement, les tarifs soient les mêmes quand vous allez au rendez-vous. Donc si vous décidez d'aller au premier rendez-vous, dites-vous que c'est un test, vous n'êtes absolument pas obligé de vous engager. Vous pouvez faire un premier rendez-vous pour tester et continuer ou pas. Parce que c'est notre liberté en fait. On peut continuer ou arrêter si jamais ça ne nous convient pas. Il faut se sentir à l'aise et en confiance. Si d'ici la première séance ça fonctionne pas, il vaudra mieux essayer avec quelqu'un d'autre parce qu'on aura peut-être plus de chances de s'y retrouver. Le thérapeute ne doit absolument pas vous demander de payer un prix qui est différent de celui qui est affiché sur son site. Donc ça m'est arrivé. Une thérapeute notamment qui était très axée sur le côté commerce et business, on sentait que c'était vraiment sa priorité au détriment de l'humain, qui pendant la séance m'a demandé 80 euros alors que sur son site c'était noté 70. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui justifie 80 euros alors que sur votre site c'est noté 70. Elle m'a répondu ah non, ça a toujours été 80. Comme c'était pas marqué sur le site, je n'ai pas payé, j'ai payé 70 euros. Donc on ne peut pas vous demander quelque chose qui n'est pas noté sur le site, ça s'appelle la déontologie et la transparence. Et ça doit être respecté en fait par le thérapeute, donc soyez vigilants à ça. Également, vous pouvez aller voir plusieurs personnes qui sont dans des domaines d'action différents parce que des fois il y a des thérapies qui sont complémentaires. Par exemple, vous allez aller voir un psychologue pour le côté soutien, le côté parole, mais à côté vous pourrez peut-être consulter une sophrologue ou d'autres thérapeutes plus ponctuellement qui pourront vous accompagner sur le corps, sur l'émotionnel parce qu'il y a tellement de propositions aujourd'hui de soins et d'accompagnement que vraiment on a carrément le choix. C'est même parfois déconcertant d'avoir autant le choix parce que plus on a de choix, ben, plus il y a des choses qui sont abusives, inutiles et assez peu convenables. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut savoir faire le tri. Mais je vous conseillerais en fait de bien alterner vos séances. C'est-à-dire si par exemple vous allez voir une psy tous les 15 jours et qu'à côté vous souhaitez faire autre chose, essayez de faire en sorte de ne pas tout mélanger, de laisser à votre esprit et à votre corps le temps en fait d'appréhender, d'intégrer, parce que c'est vrai que il y a bien sûr les séances qu'on fait avec les thérapeutes, puis après il y a notre corps, notre esprit qui vont travailler quelque part, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place par la suite. Et c'est vrai qu'il faut éviter d'être dans l'hyperconsommation. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans l'hyperconsommation des soins, de la thérapie et qui allaient tout faire n'importe quand. Donc ah bah tiens je vais faire des soins énergétiques et puis tiens je vais voir une personne pour libérer ça et puis je vais faire une séance de shiatsu puis je vais tester ça, je vais tester ça. Un peu comme si on était dans un magasin parce que comme on est dans l'hyperconsommation aussi dans le côté guérison et bien-être, on va vouloir tout faire et ça va nous porter préjudice parce qu'en fait si on fait tout en même temps, on ne donne pas la chance à notre corps et à notre esprit de bien vivre les choses et de les intégrer. En fait, il n'y a pas de période d'intégration parce qu'on mélange tout. Et du coup, ça crée de la confusion, une sorte de brouillard un peu mental, physique, parce qu'on est complètement dans le tourbillon de tout ça et on n'a pas le temps d'atterrir. Donc, si par exemple vous faites des soins énergétiques, ou que quelqu'un travaille sur votre corps, n'allez pas voir 10 personnes différentes en même temps. Parce que déjà, on ne confie pas son corps à n'importe qui. Et parce que si quelqu'un travaille avec votre corps et que quelqu'un travaille en même temps avec votre corps, peut-être que ça ne sera pas complémentaire. Et que du coup, ça va se mélanger, mais ça ne sera pas très cohérent ou très harmonieux. Alors du coup, il vaut mieux espacer, laisser au corps aussi le temps de s'en remettre, le temps d'intégrer, voir un peu comment vous vous sentez. Il ne faut pas être dans l'hyperconsommation, je pense que c'est une erreur vraiment. En plus, ça va vous coûter extrêmement cher parce que le problème aujourd'hui, c'est que comme il y a énormément de propositions thérapeutiques et de soins et d'accompagnement qui ne sont pas toutes réglementées, contrairement aux psychologues qui font payer 60 euros la séance, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous proposer des soins ou des protocoles thérapeutiques à 120, 150 euros la séance. Donc là, on est clairement plus sur les mêmes tarifs, sachant qu'en plus, c'est pas du tout remboursé ni par la mutuelle ni par la sécurité sociale parce que c'est des techniques, protocoles qui ne sont pas reconnus. Et ben, ça va faire mal au portefeuille. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner et surtout à la fin de la séance, toujours écouter son corps, écouter son ressenti et se dire comment je suis. Il y a un avant et un après. Voilà, ça c'est super important. Comment est-ce que je me sens après?
Si après la séance ou pendant la séance déjà j'ai un malaise, je me sens pas bien, je me sens euh, gênée, qu'il y a des choses qui me conviennent pas, bon déjà c'est pas bon signe. En plus à la fin de la séance, si je sens de la lourdeur, de la confusion, si j'ai l'impression d'être plus embrouillée que quand je suis arrivée, si j'ai des douleurs physiques, des réactions un peu étranges dans mon corps, des sensations de malaise, envie de dormir, des choses assez désagréables, en fait, c'est que potentiellement pendant la séance, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ça, c'est important de le dire parce que certains thérapeutes pourront vous dire oui, mais c'est normal que vous ayez un malaise ou des sensations désagréables parce que ça travaille. Donc, parce que ça travaille au niveau émotionnel, au niveau physique, on va vous dire c'est normal que vous ressentiez une gêne, de la tristesse ou des choses désagréables. Pour moi, c'est normal et c'est pas normal en même temps, parce que si je vais voir un thérapeute, c'est aussi pour me sentir mieux. Donc si à la fin, c'est surtout pour me sentir mieux. Donc si à la fin de la séance, quand je sors, je suis moins bien que quand je suis arrivée, c'est pas bon. Donc moi je suis d'accord que quand on entame une thérapie, ça va forcément faire ressortir des choses, des émotions, des événements. C'est vrai que ça peut parfois nous faire pleurer, nous rendre un peu tristes, etc. Mais ça ne doit pas être outre mesure. C'est-à-dire que ça ne doit pas nous mettre dans un état de mal-être plus que ça. Parce que sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé en fait potentiellement. Donc il faut être très à l'écoute. Après un rendez-vous, l'idée c'est de se sentir mieux. Donc on est plus léger, on se sent soulagé, oh là là, je me suis vidée, je me suis libérée, ça m'a fait un bien fou. J'avais des douleurs avant d'arriver, j'ai plus de douleurs. Je me sentais pas bien avant d'arriver, je me sens mieux. En fait, il faut que ça vous donne de l'énergie. En fait, il faut que vous sentiez après la séance avec votre thérapeute que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a donné de l'énergie, ça vous a aidé. Si vous sentez au contraire que vous vous sentez plus fatigué, encore plus vidé, l'esprit embrouillé, mal à la tête, que vous avez l'impression d'avoir moins d'énergie qu'avant, c'est pas bon signe. Je vais vous dire quelque chose qui est sincère et honnête, même si ça peut choquer. Il y a beaucoup de thérapeutes qui volent de l'énergie. D'accord? On est dans un milieu en fait où il y a beaucoup de souffrance, de vulnérabilité. On sait que dans ces milieux-là, il y a de l'abus. Voilà, il peut y avoir de l'abus. Et il y a des gens qui vont voler votre énergie, qui vont vraiment vous vampiriser. Et chez les thérapeutes, il y en a beaucoup. J'ai dû consulter une vingtaine de thérapeutes en tout dans ma vie, tout milieu confondu. Je pense que sur les 20 thérapeutes, sans vous mentir, il y en a à peu près une dizaine, voire plus, qui étaient pourris. Alors quand je dis pourris, je pèse mes mots, c'est-à-dire des gens qui ont des comportements dangereux, abusifs, qui essayent de vous mettre sous emprise, de profiter de votre vulnérabilité, qui peuvent être des agresseurs sexuels ou qui sont des agresseurs sexuels, même s'ils ne sont pas forcément passés à l'acte, mais ils peuvent, des thérapeutes qui vous humilient, qui prennent un malin plaisir en fait à essayer de vous contrôler, qui vous rendent dépendant et vous volent de l'argent, donc de l'énergie. Donc il faut faire très 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 attention à ça. Il y a de très bonnes personnes dans ce milieu, d'excellentes personnes qui sont au service de l'humain, qui sont hyper réglo, consciencieux, qui aiment leur métier, qui sont là vraiment pour aider, mais il y en a qui sont là pour profiter. Et comme j'en ai rencontré beaucoup et que ça m'a créé, en tout cas pour ma part, des traumas et des blessures supplémentaires, je préfère mettre en garde et parler de vigilance et de discernement à cet endroit-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu être maltraitées, abusées par des thérapeutes, qui ont peut-être perdu énormément d'énergie et c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Voilà, parce qu'il y a ce rapport en fait de supériorité, ce rapport aussi de pouvoir qui peut être instauré et qui n'est vraiment pas sain. Alors, pour être honnête, j'ai vu plus de dérives euh, dans les milieux holistiques et énergétiques plus que chez les psychologues et chez les psychothérapeutes. Évidemment, il y en a, c'est sûr, mais comme les psychologues et les psychothérapeutes sont inscrits dans un cadre, ils ont une institution qui les surveille, ils ont un protocole, une déontologie, l'ARS est responsable aussi, donc si jamais il se passe quelque chose, il peut y avoir le cadre qui va intervenir et qui va les recadrer. On peut toujours contacter les institutions quand ça se passe mal. Pour les professions non réglementées, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de cadre et il n'y a pas de surveillance. Donc c'est aussi pour ça que
ces personnes-là, elles peuvent pratiquer des prix plus élevés. Et là, on va commencer à rentrer dans des tarifs qui sont très élevés et dans des professions qui sont pas surveillées en fait. Et ça, moi, je trouve aujourd'hui que c'est un gros problème parce que n'importe qui peut se revendiquer thérapeute. Voilà, alors que thérapeute, c'est une profession très spécifique, il faut avoir une vocation, il faut avoir la solidité, la structure, l'expérience pour accompagner les personnes et surtout l'intention. Voilà, c'est l'intention qui compte le plus. Et il y a beaucoup de personnes dans ce milieu qui sont mal intentionnées et ça peut faire des dégâts. Quelqu'un qui est vulnérable, qui a vécu des traumatismes, qui est en détresse, qui va vraiment pas bien, qui se rend chez un thérapeute malsain, manipulateur, etc., ça peut vraiment détruire une personne. Enfin là, on parle quand même de gens qui détruisent la vie des autres. Donc c'est pour ça que il faut être vigilant. Et surtout quand on repère des méthodes ou des gestes ou des attitudes chez un thérapeute qui ne sont pas correctes, il faut absolument pas conseiller cette personne aux autres. Moi, je me suis beaucoup fiée aux commentaires aussi sur Google, en me disant plus il y a de commentaires positifs, mieux c'est. Mais en fait, les commentaires, c'est très trompeur parce qu'en fait, on sait que c'est aussi un business, le bien-être, la thérapie et la guérison. Donc, on se doute bien qu'il y a pas mal des commentaires qui sont des commentaires qui ont été rédigés par des amis, par des proches, etc., qui n'ont pas vraiment de valeur d'expérience. Et en plus, on se dit que on n'a pas les mêmes exigences que les autres. Par exemple, moi je me suis vue conseiller des thérapeutes par des proches ou des amis. Ah, tu vas voir, elle est géniale, il est super, etc. Et en fait, c'était une catastrophe. Du point de vue déontologique, du point de vue du cadre, du point de vue du respect, de la bienveillance, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est pas parce que ce thérapeute va bien pour un ami ou pour un proche qu'il faut suivre cette recommandation et se dire ah bah pour moi ça ira bien parce qu'en fait on n'a pas les mêmes exigences, on n'a pas les mêmes besoins et quand on a déjà consulté depuis plusieurs années et qu'on a une expérience on va dire de la consultation thérapeutique, on aura peut-être plus d'exigences, on aura peut-être aussi des besoins plus précis. Voilà. Moi je sais qu'aujourd'hui par rapport à quand j'avais 20 ans et que je consultais pour les premières fois, j'ai plus du tout le même rapport en fait à l'espace thérapeutique, ça a complètement changé. Je suis plus vigilante déjà à ce que la personne me dit, parce que comme j'ai été blessée et traumatisée, je fais attention, ce qui est normal, j'ai un espèce de sas de protection quelque part, une petite alerte qui peut se mettre en route en fait par automatisme pour me préserver. Et puis je cherche davantage aujourd'hui l'humain. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une personne en face de moi que je sens humaine, bienveillante, gentille, douce, chaleureuse. Je suis vraiment à la recherche de ça. C'est-à-dire que le protocole, la méthodologie, les outils qui sont utilisés, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est comment moi et cet humain, on va pouvoir travailler ensemble pour avancer sur mon chemin, sur ma guérison, sur ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'une personne à l'écoute, d'une personne qui est gentille, ça c'est vraiment très important pour moi, qui fait preuve de douceur, de bienveillance et qui surtout fait preuve de souplesse. Pour ma part, je suis quelqu'un qui déteste la rigidité, le cadre trop strict parce que c'est quelque chose qui va m'angoisser, je vais me sentir enfermée. Donc pour moi, un thérapeute qui va par exemple me dire oui, on doit se voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et qui va fixer comme ça un espèce de rythme qui moi me conviendra pas sans même me demander si ça me convient, ça m'ira pas par exemple. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui s'adapte, qui est à l'écoute, etc. et de quelque chose de très évolutif. Ça dépend vraiment de chacun. Vous allez par exemple pouvoir travailler avec un thérapeute pendant 1 an, et puis ou quelques mois, et au bout de quelques mois, vous allez peut-être sentir que vous allez toucher vos limites avec lui ou elle, et que bah, potentiellement ça touche à sa fin. Parfois, on peut ne pas voir le thérapeute pendant plusieurs mois et puis le revoir parce qu'on sent qu'on en a besoin. C'est aussi ça la souplesse finalement dans cette relation, dans ce travail commun, c'est de laisser suffisamment de place en fait à l'évolution. Parce qu'on évolue, on change en fait, donc on ne peut pas être dans quelque chose de super rigide. Un thérapeute qui dès la première séance va vous imposer un rythme de séance particulier, moi je trouve que c'est pas bon. Parce que déjà, on ne vous laisse pas la possibilité de choisir, on ne vous laisse pas la possibilité de réfléchir à ce qui est bon pour vous.
Moi, c'est pour ça que j'aime bien les thérapeutes en fait qui nous ramènent, qui ont cet art et cette manière de nous ramener à nos besoins, à nos envies, de nous ramener à notre libre arbitre aussi, en nous laissant choisir, en nous laissant décider. Parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de reprendre la maîtrise quelque part de notre vie. De reprendre un peu notre pouvoir. Donc, on ne peut pas se permettre de tomber sur des gens qui vont nous le voler ou qui vont nous imposer des trucs. Ça, c'est pas du tout possible. Parce que ça laisse pas la possibilité d'un échange et d'un dialogue constructif s'il y a un des deux parties déjà qui commence à imposer quelque chose dès la première séance. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour, je vous ai donné quelques anecdotes, voilà. C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde de tomber sur un thérapeute mal intentionné, maladroit, assez peu professionnel ou déontologique. C'est merveilleux qu'il y ait des gens comme ça qui existent parce qu'on en a besoin, mais encore une fois, bah voilà, faut sélectionner, faut faire attention, faut faire confiance à son corps, à ses sensations, ça c'est très important. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi. À bientôt pour une prochaine vidéo.